8h41, nous sommes presque à l'heure aujourd'hui pour cette revue de la presse et des médias israéliens et des sites d'information israéliens que j'ai le plaisir de vous présenter chaque matin sur studiocalita.com. Et tout d'abord, en page d'ouverture des sites d'information israéliens et même également en manchette du Haaretz de ce matin, les très violentes émeutes qui se sont déclenchées la nuit dernière dans la localité arabe de Kfar Kassem à la suite de l'arrestation de l'un des habitants de cette localité. Des dizaines de personnes sont descendues dans la rue et ont tenté d'incendier le commissariat de police local. Ils ont mis le feu à plusieurs véhicules de la police. L'un des agents civils de la sécurité qui dit s'être senti menacé par les manifestants a ouvert le feu dans leur direction. L'un des manifestants a été grièvement blessé. Il a succombé peu après à ses blessures. Ces émeutes se sont déclenchées à la suite donc de cette arrestation d'un habitant, mais également dans un contexte de très vive tension dans la population après les assassinats apparemment crapuleux d'au moins 4 habitants de la localité arabe au cours des derniers jours. Le commandant en chef de la police israélienne, Roni Alcher, s'est rendu immédiatement sur place. Il a réuni les commandants des forces de police afin de vérifier avec eux les moyens de restaurer le calme. Le conseil de suivi des Arabes israéliens s'est également réuni précipitamment dans la nuit pour analyser la situation. Ce matin, le calme précaire est revenu sur la localité, une localité qui est située près de Rosh Haïn au centre du pays. Et ce titre fait également l'ouverture du journal du matin sur Reshet Bet, la chaîne d'information de la radio israélienne du nouveau consortium médiatique. Tous les quotidiens israéliens, les médias et les sites d'information s'intéressent bien évidemment à ce qui se passe dans le Golfe Persique après la décision que nous annoncions dès hier matin de l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe de rompre brusquement et totalement toutes leurs relations avec le Qatar pour 2 motifs essentiels: le soutien de ce pays au terrorisme islamiste et son alliance avec l'Iran. Hier soir, dans le journal télévisé de la seconde chaîne, Ehudi Hari, l'expert numéro 1 en Israël à propos du monde arabe, a expliqué que l'un des objectifs des mesures draconiennes prises par l'Arabie Saoudite hier et par ses alliés envers le Qatar serait de remplacer l'actuel régime de l'émir Tamir par un autre régime plus conciliant, moins engagé dans le terrorisme et dans le soutien à l'Iran. Ehudi Hari a expliqué hier que le blocus terrestre et aérien imposé par les Saoudiens au Qatar avait un effet immédiat puisque 40% des denrées alimentaires consommées par les 2,8 millions d'habitants du Qatar proviennent d'Arabie Saoudite et par conséquent, dès l'annonce de la rupture des relations entre les deux pays, eh bien, les Qatariotes ont pris d'assaut les supermarchés et les ont vidés. Il faut noter que les vols aériens ont été annulés, l'espace aérien qatariote a été fermé et expliqué au Diari, l'Iran vole d'ores et déjà au secours de son allié en lui proposant un accès sur ses ports dans le Golfe Persique. Pour Ehudi Hari, ce qui est intéressant dans cette crise, c'est de voir le positionnement des Américains et des Russes qui presseraient actuellement l'émir du Qatar de conclure un accord avec les Saoudiens, accord qui impliquerait donc la fin du soutien du Qatar aux frères musulmans et au Hamas et l'arrêt du rapprochement avec l'Iran. Pour la spécialiste du monde arabe du Yediot Aharonot Smadar Peri, ce développement n'est rien de moins qu'un véritable tremblement de terre dans le monde arabe et elle explique que la rapidité avec laquelle la rupture a été annoncée et concrétisée laisse sous-entendre qu'il s'est produit quelque chose de dramatique qui a conduit le roi Salman d'Arabie Saoudite à rompre donc ses relations avec le Qatar. Elle estime que quelqu'un a peut-être fourni au roi une preuve formelle de l'implication directe du Qatar dans le développement du terrorisme islamiste, peut-être des valises de dollars qui ont fait route vers la Libye ou le Soudan, ou encore une preuve de l'implication du Qatar dans des tentatives de destituer l'émir du Bahreïn. Quant à Alex Fishman, toujours dans le Yediot Aharonot, il explique que le Qatar joue depuis longtemps un double jeu sous des airs relativement tolérants. Eh bien, il finance le terrorisme islamiste, celui des frères musulmans. Les Saoudiens et les Égyptiens ont donc décidé de tirer la sonnette d'alarme et dans ce contexte, c'est le Hamas qui se retrouve en situation précaire car le mouvement est en passe de perdre son plus solide soutien dans le Golfe, car il ne faut pas se faire d'illusions, sous la pression, le Qatar n'hésitera pas à se débarrasser du mouvement terroriste palestinien. Enfin, le site Walla a repris hier soir les propos tenus à la Knesset dans l'après-midi par le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, qui a déclaré « Même les pays arabes modérés, sunnites, comprennent que le véritable problème n'est pas Israël ou le sionisme, ni même le conflit israélo-palestinien, mais le terrorisme islamite. Il ne fait aucun doute que cette nouvelle situation, cette nouvelle donne nous offre de nouvelles opportunités de coopération », a déclaré Avigdor Lieberman.
Tous les quotidiens se font l'écho ce matin encore de la cérémonie officielle de commémoration de la victoire de la guerre des 6 jours qui s'est tenue hier soir dans l'amphithéâtre de la Troune en présence du président israélien Reuven Rivlin, du premier ministre Binyamin Netanyahou et du chef d'état-major Gadi Eisenkot, ainsi que de milliers d'anciens combattants de cette guerre et de leurs familles. Une cérémonie diffusée en direct sur la chaîne I24 News au cours de laquelle Binyamin Netanyahou a affirmé que l'esprit qui a animé les soldats durant la guerre des 6 jours est celui qui permettra à Israël de relever tous les défis. Fin de citation. Quant au président Reuven Rivlin, il a affirmé, je cite, « Ceux qui ont vécu ces journées ici n'oublieront jamais la tension et l'angoisse, l'héroïsme, le désir de victoire et les sacrifices qui ont été faits. Ce fut une guerre qui s'est jouée entre la vie et la mort », a-t-il précisé. Et puis ce matin, comme hier, le Yediot Aharonot publie des extraits de son édition du 6 juin 67, il y a 50 ans jour pour jour, et Ethan Haber, qui écrit toujours dans le Yediot Aharonot 50 ans plus tard, relatait déjà à l'époque, en tant que jeune correspondant de guerre, les principaux développements de cette première journée du 5 juin 67, première journée des combats, en particulier la frappe massive de l'armée de l'air israélienne contre la chasse égyptienne aux premières heures de la guerre. Et il est particulièrement émouvant de lire cette page dans le journal. Et si d'ailleurs certains d'entre vous ont encore des difficultés pour lire couramment l'hébreu, je vous suggère ce matin d'acheter le Yediot Aharonot et de découvrir peu à peu en lecture l'histoire de ce qui s'est passé il y a 50 ans, l'histoire de ces heures de légende et de bravoure de Tsahal, l'armée israélienne. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que dans cette page du 6 juin 67 du Yediot Aharonot, on trouve un petit encart publicitaire de l'Association des hôteliers d'Israël qui invite tout simplement les soldats de Tsahal en permission, il ne devait pas y en avoir beaucoup ce jour-là, à venir se reposer dans l'un des hôtels israéliens pour la modique somme, je cite, de 12 lires de l'époque pour un hôtel de catégorie luxe et de 5 lires seulement pour un hôtel plus modeste. Revenons à la réalité d'aujourd'hui, plus difficile, peut-être moins exaltante. 2 jours après l'attentat de Londres et 2 jours avant les élections législatives en Grande-Bretagne, le site Ynet s'intéresse ce matin aux répercussions que cet attentat sur le pont de Londres dans la nuit de samedi à dimanche, ou ces attentats, on va dire, de ces derniers mois en Grande-Bretagne peuvent avoir sur l'importante communauté juive britannique. Pour Simon Johnson, l'un des directeurs du Conseil des leaders juifs britanniques, la proximité avec l'État d'Israël qui a toujours existé a permis aux juifs britanniques de ne pas être pris de court par les récents attentats. Nous connaissons cette réalité du terrorisme parce que c'est la réalité israélienne depuis de nombreuses années et nous sommes certains que les services de sécurité britanniques s'inspirent des services de sécurité israéliens pour garantir la protection de la population. Selon Johnson, aucun juif n'a été touché directement par ces attentats, mais le dispositif de sécurité mis en place par la communauté juive devant les synagogues et les centres communautaires est particulièrement déployé et important. Johnson explique également qu'en dépit de cette proximité avec l'État d'Israël dont il parlait, il ne faut pas s'attendre après ces attentats à une vague d'aliyah massive de juifs britanniques. Il ne faut pas oublier que ces attentats ne sont pas dirigés contre la communauté juive, mais contre l'ensemble des citoyens britanniques, précise-t-il. Un entretien donc dans la rubrique judaïsme du site Ynet ce matin. Une page justice israélienne maintenant dans le site NRG qui nous annonce que la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a déclaré hier soir lors d'une rencontre dans un bar du marché de Machane Yehuda avec de jeunes juristes israéliens à Jérusalem qu'elle estimait qu'il fallait modifier la tradition juridique israélienne selon laquelle le ou la présidente de la Cour suprême était désignée selon le principe de l'ancienneté. Pour Shaked, il faut choisir le président en fonction de ses compétences. Cependant, la garde des Sceaux israéliens a préciser que dans le cas précis, donc la prochaine présidente de la Cour sera bel et bien Esther Hayout, dans la mesure où aucun autre juge de la Cour suprême n'a présenté sa candidature. Esther Hayout, qui est donc la plus ancienne des juges de la Cour suprême, elle devrait succéder dans quelques semaines à Myriam Naor. Et puis le procureur de l'État, Shai Nitzan, a affirmé dans le même forum décontracté hier donc à Machane Yehuda que les enquêtes concernant le Premier ministre vont encore devoir se prolonger dans le temps. Il ne s'agit pas de quelques jours encore ou même pas de quelques mois. J'aurais souhaité que l'on puisse terminer ces enquêtes au plus vite. 2 enquêtes ont été entamées contre le Premier ministre et la police. Travail d'arrache-pied pour les terminer, a-t-il déclaré, mais cela prend du temps. Shai Nitzan a également évoqué l'enquête contre le ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri. Il a dû expliquer qu'il était nécessaire dans le cas précis d'interroger simultanément Aryeh Deri et son épouse.
Les législatives dans la 8e circonscription en Israël, on trouve les résultats dans certains sites d'information israéliens, en particulier comme GSS News. On connaît désormais les résultats donc définitifs du premier tour dans cette circonscription qui englobe les Français d'Israël. C'est certes Meir Habib, candidat Les Républicains, qui est arrivé en tête avec 36,5% des suffrages, mais il est suivi de très près par la candidate En Marche Florence Drori qui totalise 35,5% des suffrages, soit 1% de moins que le député sortant. Dans l'entourage de Meir Habib, on met en avant le très faible taux de participation, moins de 10% en Israël, et l'on indique que si la mobilisation des franco-israéliens n'est pas nettement plus massive au second tour, eh bien, les chances du député sortant de conserver son fauteuil à l'Assemblée nationale seront des plus réduites. Le site Énergie nous révèle que la Défense nationale a équipé les tanks Léopard de l'armée de Singapour de systèmes optiques sophistiqués produits par la société israélienne Elbit. Et avec ce système, les tankistes de Singapour pourront désormais identifier un tank ennemi, tenez-vous bien, en pleine nuit à une distance de plus de 10 km, ce qui est tout à fait impressionnant. Et puis, le Yediot Aharonot, de manière assez inattendue, consacre ce matin sa manchette à un sujet de consommation. Nous avons parlé de consommation tout à l'heure avec Valérie Khalfon, mais c'est une autre forme de consommation. En effet, le journal répercute en évidence ce matin la très sévère mise en garde du ministère israélien de la Santé qui affirme que l'État d'Israël favorise le développement d'une génération d'obèses et que pour lutter contre cette obésité, eh bien, le ministère a l'intention de présenter un programme visant à réduire de manière drastique la consommation de graisse chez les enfants. L'un des points de ce programme devrait être l'interdiction formelle de vente de produits contenant des quantités importantes de graisse trans, telles que les pizzas, les burrikas ou même peut-être même les croissants. Tant que ces graisses nocives ne seront pas remplacées par des graisses plus saines, eh bien la commercialisation de ces produits pourrait être interdite en Israël. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse des médias et des sites d'information israéliens de ce matin.